Congratulations, you just finished 100 days of Data Trek. Congratulations, congratulations, hooray. Bam. Moi, c'est Samy. Bon, ça a été une expérience intéressante. Bon, initialement, j'avais pas trouvé de dataset pour les premières semaines. Bon, j'avais trouvé les cours intéressants, surtout les cours sur le GitHub et autres. Finalement, je faisais un projet en parallèle, donc j'ai fait d'une pierre deux coups finalement. Je me suis dit, je vais en même temps faire le data check et en même temps trouver ce projet parallèle que j'avais trouvé parce que je voulais faire un projet sur le Covid et c'était un projet sur le Covid qui se faisait en parallèle. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un détecteur de Covid à travers la toux, juste avec la toux. Donc, on sait que le Covid, rapidement, bon, il y a eu 132 millions de cas rapportés depuis avril 2021, avec 2,8 millions de décès. Et bon, il y a un problème au niveau du testing, c'est que ça prend 24 à 72 heures pour avoir les résultats d'une part. En plus, ça coûte cher. Et en plus, il y a un risque pour le personnel. Donc, avec un classifieur de toux qui permettrait juste avec la toux d'identifier si le patient a un Covid ou non. Donc, c'est l'idée a priori, elle est excellente là. Donc, l'avantage d'un détecteur de toux. Excuse-moi, Samy, est-ce que tu pourrais mettre ton écran, ta slide en plein écran, s'il te plaît? Ah, elle n'est pas en plein écran, je m'excuse. Diapo. Format. C'est affiché, c'est ça? Oui, Non, mais lire. tu peux cliquer sur lire à droite. Ah, lire, voilà. Voilà, pardon. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que le détecteur de toux, c'est que les résultats sont en temps réel, on n'attend pas de 3 jours, comme les tests actuels. Ça n'a aucun prix, ça n'a aucun coût. Et les besoins grandissent avec la troisième vague, comme l'a dit M. Trudeau, ça fait 2 jours. Et en plus, ça a le potentiel de sauver beaucoup de vies professionnelles parce que le médecin ou l'infirmière n'ont pas besoin de voir le malade. Là, c'est juste il écoute, donc pas besoin de se protéger ou autre, juste à l'écouter en diagnostic. Et c'est surtout intéressant pour les pays en voie de développement. On pense à l'Afrique, l'Amérique latine et autres, parce que ça coûte rien. Donc l'idée est excellente. Et, on a utilisé les projets similaires ont été commencés en Suisse et au MIT et un peu en Inde. Donc en fait, j'ai repris le dataset de Suisse, environ 1000 patients Covid-19 positifs et 8000 patients négatifs. Je les ai repris et ça donne un peu à peu près les caractéristiques des patients. Donc, les patients venaient d'un peu partout dans le monde. Et j'ai pris aussi le dataset d'Inde. On avait à peu près 1000 patients d'Inde positifs. Donc, on a combiné le tout. Ce qui faisait au total 2222 patients positifs, donc qui avaient le pas de diagnostic, et 1996 patients qu'on a pris pour avoir un contrôle là, qui était négatif, donc qui n'avaient pas le diagnostic. On avait une toux, donc une toux saine, quoi. Donc, train set, validation set, test set, donc il y a toujours eu un groupe contrôle, donc mais 80% des données ont été utilisées pour entraîner les modèles, 10% pour valider et 10% pour tester. Donc, les accuracies que vous allez voir dans la présentation, c'est sur le testing set, bien sûr, mais il y a toujours un groupe contrôle et le groupe diagnostic. Rapidement, les résultats du MIT, eux, ils sont arrivés à une accuracy de 86%. Mais sauf qu'ils avaient 5320 patients, donc plus que 2 fois le nombre de patients qui sont ici. Et en plus, ils utilisaient un questionnaire clinique avant, ce qui est vraiment un avantage majeur parce que le questionnaire, ça augmente beaucoup l'accuracy. Donc, moi, je vais parler des modèles que moi j'ai implémentés. À la fin, je vais parler de 3 modèles que mes 2 autres collègues ont implémentés parce qu'ils ne sont pas dans la statue, mais je vais juste parler de ce que j'ai fait moi. Donc, moi, j'ai implémenté le SyncNet. Le SyncNet, c'est comme un CNN, sauf que, parce qu'avant, on faisait le speech audio, ça se faisait avec le CNN, sauf que le CNN, il prend les low et cut-off, toutes les fréquences directement des données, alors que le SyncNet, lui, il se concentre spécifiquement sur il a des filtres, donc il se concentre spécifiquement sur certaines zones, donc c'est plus spécifique. Ici, on voit par exemple le graphe en bas, il y a le raw audio qui rentre, il passe à travers les filtres SyncNet, on a des ondes après spécifiques, et là on passe à travers notre réseau de neurones.
Donc, grosso modo, ici, on a le CNN, vous voyez les ondes un peu non spécifiques, alors que le SyncNet, c'est beaucoup plus spécifique, quoi. Ça prend vraiment, c'est très plus précis. Le modèle que j'ai implémenté, donc il y avait un CNN, bon, d'abord ça passe les ondes après être passées sur les filtres sync, donc ça passe à travers un CNN, après bon, il y a une revue, après ça passe sur un X-Vector qui est un genre de feed-forward network, et ensuite sur un softmax. Donc rapidement les paramètres sont en bas ici, c'était 35 époques avec les learning rates que vous voyez en bas ici. Voilà. J'ai essayé avec différentes features. Les features, c'est assez facile de les changer parce que j'utilisais la librairie SpeechBrain de l'Université de Montréal. Et donc, avec différents features, il y avait différentes accuracies. La meilleure accuracy, c'était à 62,3% que pu obtenir avec le modèle SyncNet. J'ai aussi essayé le Google Speech Command qui est disponible. Donc, c'est des modèles préentraînés. On rentre les données, on entraîne le modèle, puis après, on teste. Donc, la différence, c'est que bon, il y a un data augmentation dans le Google Speech Command et c'est un petit réseau de neurones aussi qui entraîne de façon efficace. Rapidement, ça c'est le Google Speech Command, ça c'est les différents paramètres. Moi, j'ai pas vraiment poursuivi le Google Speech Command parce que j'obtenais 50% au 20e époque, donc j'ai vraiment pas poursuivi. Je me suis concentré sur le SyncNet à l'améliorer, et d'autant plus que un de mes collègues a obtenu 72% dans un autre modèle, donc c'est pour ça que on n'a pas vraiment poursuivi. J'ai pas vraiment poursuivi sur là-dessus. Donc ici, j'ai pas mis le Google Speech Command parce qu'il n'était pas prometteur. J'ai juste mis mon SyncNet qui est 62,3%. Les autres modèles en haut, c'est les autres modèles qui ont été implémentés par mes deux autres collègues. Et eux, ils ont obtenu le meilleur modèle, c'était avec un X-Vector. X-Vector, c'est un feed-forward network aussi. Avec un Forward Cross Validation arrivé à 72,9%. Donc là, c'était le meilleur résultat. C'était pas mon meilleur résultat, mais c'était le meilleur résultat de l'équipe. Mon meilleur résultat, le mien, c'est 62%. Donc, grosso modo, pour rapidement conclure, bon, on est loin du 86,4% du MIT, sauf qu'on ne posait pas de questions cliniques. On pense qu'en posant des questions cliniques au début, on aurait nettement augmenté l'accuracy. Et en plus, on avait beaucoup moins de données, enfin, deux fois moins de données et de moins bonne qualité. Donc, on pense que peut-être que ça aurait pu avoir un potentiel éventuellement, mais bon, je pense que ça ne dépassera pas le cadre de ce projet. Voilà, merci s'il y a des questions. Merci beaucoup, Samy. C'était une très bonne présentation. Je viens de voir dans le chat qu'en fait, les panélistes n'avaient pas accès au Q&A. Donc, il y a des questions pour vous dans le chat. Mais on a un peu de temps pour des questions. Donc, Guillaume, je vois que tu as la main levée. Si tu veux poser ta question à Samy. Oui, non, j'étais curieux en fait des features avec la boîte à outils de l'Université de Montréal que tu as utilisé. En fait, quels étaient les types de features que tu as utilisés? Ah, c'est des F-Bank, les F-Bank. La boîte à outils, c'est la librairie SpeechBrain. Elle est disponible, ils l'ont mis disponible, ça fait 2-3 semaines, elle est ouverte au grand public, elle est en open source. Je peux vous donner le GitHub là. D'ailleurs, j'ai pas mis, je vais le mettre dans le chat, hein, mon GitHub et le GitHub pour le SpeechBrain. Grosso modo, c'est assez facile, même des débutants peuvent l'utiliser. C'est des fichiers YAML, donc le codage est quand même plus facile qu'un code standard là. C'est juste c'est des fichiers qui sont déjà préprogrammés. Vous mettez les paramètres des réseaux de neurones et vous lancez tout ça, quoi. C'est quand même assez facile. Moi, j'ai utilisé le Helios aussi. Ah oui, je ne sais pas, j'ai utilisé le Helios qui est un super computer, mais c'est pas plus difficile qu'un Colab là. Mais donc, je vais le mettre en GitHub pour Guillaume. D'accord? Ouais, C'est bon. merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Pierre. Oui, merci. Présentation très intéressante. Je me posais aussi des questions par rapport aux features ou les caractéristiques. C'est basé probablement sur ce qu'on appelle les ondelettes, là, donc ça marche bien. Je me demandais si tu avais pensé à optimiser ton réseau juste en jouant sur quelques hyperparamètres, parce que je vois que tu as établi une structure, tu l'as entraînée, ça a bien marché, tu as obtenu des prédictions. Mais as-tu essayé d'optimiser ta structure, par exemple, soit le nombre de couches, ou même le nombre de neurones par couche, ou la méthode utilisée pour l'entraînement? Il y a vraiment beaucoup d'hyperparamètres sur lesquels on peut jouer. Franchement,
Franchement, j'ai essayé, c'était difficile. J'ai essayé tellement de combinaisons il y en a plusieurs qui marchaient pas, parce que le modèle SyncNet, c'est quand même un modèle assez complexe. Moi, déjà, quand j'ai réussi à le faire fonctionner, j'étais vraiment super content. Mais après, j'étais tellement content d'avoir fait fonctionner après avoir tellement essayé. J'avais juste le temps j'ai juste changé les features. Mais je suis convaincu qu'il y a moyen d'optimiser plus que moi. Moi, je suis un peu plus que débutant là, mais je suis convaincu qu'il y a moyen d'optimiser plus là. Si j'avais eu plus de temps, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Et aussi, le meilleur modèle, c'était avec le X-Vector qu'on a eu, mais c'est pas moi qui l'a fait. Mais moi, dans mon modèle, je pense que j'aurais pu gagner 1 ou 2 points d'accuracy facilement là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais j'étais rendu à la fin, j'avais essayé déjà une dizaine de combinaisons, ça fonctionnait pas. Quand j'ai pu le faire fonctionner, après, c'était vraiment, j'ai juste joué sur les features là. Ouais. OK. Puis, dernière question comme ça. Est-ce que tu as pensé à des techniques d'augmentation de données, comme changer, modifier un peu la forme des signaux, les décaler, jouer un petit peu sur les niveaux de bruit, comprimer? Tout à fait. Ouais. Dans la librairie SpeechBrain, il y a tout un volet juste là-dessus, là. Speech augmentation, speech preprocessing, c'est tout bien, c'est super, et sont toutes là, et c'est même, je dirais même facile à utiliser, relativement facile à utiliser.